Dans cette vidéo, je vais te montrer comment détecter des régimes de marché à l'aide d'un modèle de machine learning. On va commencer avec un dataset, là on aura des données futures, des cryptos. Ensuite, on va faire du features engineering, donc ça va être créer des indicateurs techniques par exemple. Nous, on va utiliser la volatilité, du momentum et d'autres features qu'on verra plus tard. Ensuite, on va détecter des régimes à l'aide de nos features et d'un modèle de machine learning. Et ensuite, une fois qu'on a détecté nos régimes, on verra comment on peut les traiter, quelles stratégies on peut adopter pour les exploiter. Donc, je vous ai fourni le code du notebook. On va retrouver un dataset avec du 5 minutes sur le Bitcoin, le notebook, les librairies dont vous avez besoin et un petit fichier Python avec les fonctions qu'on va utiliser. Donc vous avez le lien en description ou en commentaire. Donc là, on va retrouver nos imports de librairie classique, le chargement des données. Donc on retrouve voilà, du 5 minutes, OpenILO Close basique. Et là, on voit à peu près de 2022 jusqu'à 2025. Donc, on va commencer par le Features Engineering. Ça va être vraiment les données d'entrée de notre modèle de machine learning, un peu comme ses yeux. Voilà, j'ai mis attention, garbage in, garbage out, c'est en fait un modèle de machine learning. Au plus vous mettez de données qui n'ont pas de sens et de la merde en entrée, ben en fait en sortie, ça sera pareil. Donc il faut faire attention de ne pas non plus rajouter tout et n'importe quoi sans prendre le temps de se demander en fait qu'est-ce qu'on met en entrée de notre modèle et est-ce que ça va l'aider à résoudre le problème qu'on cherche à régler. Donc pour ces features, moi je vais proposer donc, de commencer avec les variations de prix, les log returns. Donc ça va être le logarithme donc des variations de prix, hein, donc du prix de maintenant à la bougie précédente par exemple. Et dessus, on va appliquer plusieurs statistiques basiques. Hein. Le skewness, il va nous donner la symétrie, donc je sais pas, dans une phase de hausse, on va avoir des rendements assez positifs entre les bougies. Donc là, par exemple, les rendements vont être plutôt décalés en fait, en positif, et à l'inverse, dans les phases de baisse, le skewness nous donnera plutôt un score négatif, vu qu'on aura des distributions plutôt négatives. Le kurtosis, ça va être, on va dire, les fat tails, les mouvements extrêmes, pour nous dire sur la fenêtre est-ce qu'on est plutôt dans les extrêmes ou c'est plutôt flat. Et la déviation standard que vous connaissez tous hein, pour mesurer la volatilité au niveau de la variation des prix. Et ensuite, sur le prix, donc sur le close, la distance par rapport à sa propre moyenne mobile et normalisée. Donc pour ça, on va commencer par calculer nos log returns. Donc j'ai rajouté une nouvelle colonne dans le data frame. Et ensuite, nous, on va utiliser donc des fenêtres glissantes hein, pour nos features, donc par exemple sur 20 périodes, 60 périodes. Et pour ça, en fait, dans utils.py, il y a des petites fonctions. Donc la première pour créer les statistiques dont on vient de parler, donc par exemple la déviation standard, le kurtosis et le skewness, et sur la distance par rapport à la moyenne mobile, qui est ici. Donc on va appeler ces fonctions sur chaque fenêtre glissante, donc pour que, je sais pas, sur la fenêtre glissante de 20 périodes, on vient ajouter les statistiques skewness, kurtosis, std, et aussi la distance par rapport à la moyenne mobile. On fait ça pour les deux fenêtres. Ensuite, on va concaténer le résultat pour finalement avoir les features. Bon, finalement, on n'a pris que 26 secondes, donc on voit bien nos features en sortie. On voit la fenêtre de 20, la fenêtre de 60 avec skewness, kurtosis, standard déviation, distance par rapport à la moyenne mobile. Là, il y a une petite fonction pour afficher les features. Je vous conseille de toujours les afficher, hein, ça vous donne rapidement une idée. Et vous verrez par la suite, par exemple, la notion de stationnarité, où on veut essayer d'avoir voilà, quelque chose qui est assez constant dans le temps, et pas avoir une droite, je sais pas, qui montrait, et on ne retrouverait jamais les valeurs du passé, par exemple. Bref, donc maintenant, on va passer à la préparation des données. Parce qu'il faut savoir que dans le machine learning, le deep learning, l'IA, il faut toujours séparer les données avec une partie d'entraînement et une partie de test. Ça va nous permettre d'éviter l'overfitting et aussi de valider que le modèle généralise correctement. Comme si vous aviez une classe d'élèves, toute l'année ils sont en contrôle continu, et à la fin de l'année ils ont un contrôle unique qui va permettre de valider s'ils ont bien appris leurs leçons et surtout compris les concepts. Donc nous on va faire pareil. On va utiliser la fonction train-test-split de scikit-learn. Moi j'ai défini 75%, hein, on va être entre 70 et 80% en moyenne. Donc on va retrouver les features sur la partie d'entraînement et les features sur la partie de test. Je vous ai mis attention aux paramètres shuffle, parce que dans les time series, il ne faut pas que dans le passé on ait des données du futur. Donc si vous mettez shuffle, en fait lui il va mélanger tous les échantillons et ça va poser problème dans des problématiques de time series comme nous. Donc attention à bien le spécifier en fold.
Donc je vous ai mis une petite visu pour qu'on comprenne bien. Donc là, le train set, avec 75% des données, en gros, il va donc, on a 243 000 échantillons. Et la fin, donc les 25% qui seront nos données de test. Donc une fois qu'on a préparé nos données d'entraînement et de test, il va falloir normaliser les features. Donc les normaliser, ça va être en fait les mettre sur la même échelle, parce qu'on voit qu'ici, je sais pas, on a par exemple la déviation standard qui est à 0,01 par exemple, la distance à SMA qui peut aller jusqu'à 7,5, un autre qui est à 60 sur le kurtosis, et le problème de cette différence d'échelle, c'est que selon les modèles de machine learning ou deep learning, ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc pour ça, il va falloir les mettre sur la même échelle. Donc pour ça, je vous propose d'utiliser le standard scaler. Donc on va l'entraîner, donc ça veut dire qu'on va utiliser les données du train set. Si vous prenez tout le set de données, ça va créer des fuites de données. Donc voilà, on se focus sur le train set, on entraîne notre scaler, et ensuite on va utiliser la fonction transform pour venir mettre à l'échelle sur les données d'entraînement et sur les données de test. Donc si on réaffiche maintenant les features sur la partie test, on verra qu'on est sur une échelle qui est beaucoup plus proche. Par exemple, voilà, on a 15, 14, 10, 10, 6. Donc voilà, on a beaucoup moins de disparité dans les échelles et ça va faciliter le travail de nos modèles de machine learning par la suite. Donc maintenant qu'on a toutes nos features, on va pouvoir entraîner notre modèle de machine learning. Moi j'ai choisi le GMM, donc c'est un Gaussian Mixture Model. Il va nous permettre de faire du clustering, donc de grouper les données entre elles, et donc nous pour identifier nos régimes ou des groupes. Donc avec un exemple concret, on pourrait imaginer qu'on va mesurer la taille des garçons et des filles par exemple dans une école, et le Gaussian Mixture Model il pourrait nous aider à identifier ces groupes sans les avoir à la base. Donc ça veut dire que par exemple nous on fait notre relevé, donc on mesure les garçons et les filles, ça nous donnerait à peu près ces deux groupes, mais là on sait qu'il y a des garçons et des filles. Mais par exemple, le modèle, si on lui donnait les données sans tout ça, donc par exemple nous ça serait nos régimes de marché par exemple, et bien en fait lui on voit ces deux cloches, donc bleu et jaune, en fait c'est lui qui est venu les identifier et qui a retrouvé ces deux profils de distribution dans les données violettes, où il n'avait pas l'info qui étaient des garçons qui étaient des filles. Donc ça veut dire qu'il est venu identifier finalement dans toutes ces barres qui appartient aux filles, qui appartient aux garçons, et une nouvelle analogie, ça serait tel régime de marché, volatile, haussier, baissier, etc. Et donc après, une fois qu'il a ça, on peut venir assigner à chaque échantillon un groupe. Donc par exemple, là on a la taille. En gros, tout ce qui était de 150 à peu près au milieu, ça serait plutôt du groupe des filles, en jaune plutôt du groupe des garçons. Et il y a notre fameuse intersection au milieu où en fait la probabilité va se rapprocher de 0,5 quand même. À l'intersection, ça va être difficile de dire si c'est un garçon ou une fille. Nous, ça va être pareil finalement, la jonction entre les régimes de marché, ça va être assez nuancé. Donc il faudra prendre en compte cette probabilité dès qu'on arrive dans ces zones-là. Donc nous, dans notre cas, on va s'en servir. Donc là, on avait la taille, nous on va avoir le skewness, la standard déviation, etc. sur plusieurs dimensions. Là, on avait juste une dimension pour faciliter la compréhension. Et ensuite, le GMM, lui, il va venir identifier, si on met par exemple 3 groupes, il va chercher 3 profils de distribution à travers toutes les dimensions, et après, il va nous sortir des groupes, pour nous dire tel point appartient à tel groupe, tel point appartient plutôt à tel groupe, avec une probabilité associée. Donc on va voir graphiquement à quoi ça ressemble tout ça pour notre exemple à nous. Donc le nombre de clusters, ça on l'a défini à 3, c'est ce qu'on veut, par exemple chercher du bull, bear et de la consolidation par exemple. Notre modèle Gaussian Mixture, on va l'entraîner, attention, sur les données d'entraînement qui ont été scalées. Ensuite, une fois que le modèle est entraîné, on va lui demander de prédire. Donc ça j'ai mis sur le train, c'est juste pour avoir les valeurs aussi du passé. Et on va prédire aussi sur les données du futur, donc le test set qu'il n'a jamais vu à l'entraînement. Une fois qu'on a ça, on va lui demander de prédire la probabilité également, parce qu'on a vu que c'est bien beau de savoir dans quel cluster il est, quel groupe il est. Si on a une probabilité de 0,5, ça va être moins intéressant que si on est à 0,9 par exemple. Donc ça, avec la fonction predictproba, il va nous donner les probabilités. Donc là, je l'ai affiché. Donc en fait, pour chaque cluster, il nous dit il y a 10% de chance, 13% de chance qu'il soit dans celui-là, 80% de chance qu'il appartienne à ce cluster et 5% de chance qu'il appartienne à ce cluster-là. Donc ça, on va garder la probabilité maximum qui est celle qui est attribuée au cluster.
Et on va ajouter ces colonnes dans le data frame pour que ça soit très clair et qu'on puisse afficher tout ça. Donc maintenant on voit que donc, pour chaque échantillon, on a le cluster, par exemple celui-là on va dire qu'il appartient au cluster 1, au cluster 2, au cluster 2, et la probabilité associée en face. Et si on regarde un peu comment sont en pourcentage les clusters, on voit qu'il y a le cluster 2 qui représente 63% des données, et les clusters 1 et 0 qui représentent 19 et 17% par exemple. Donc ça pourrait correspondre à ce qu'on cherche. La plupart du temps, sur le marché, il ne se passe rien, et le reste du temps, il y en a un peu des hausses et un peu des baisses, par exemple. Donc maintenant, on va visualiser tout ça pour voir si ça a fonctionné finalement. Donc là, on retrouve les données d'entraînement, la jonction avec les données de test. Donc nous, on va plutôt venir voir dans les données de test, par exemple. Est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça fait n'importe quoi? Donc, là, à première vue, on aurait donc le cluster orange qui serait plutôt des baisses. En gris, plutôt des mouvements sideways ou consolidation, il ne se passe pas grand-chose. Et en rouge, des moments plutôt explosifs à la hausse. Donc on voit que ça, des fois, il y a des... Forcément, ça ne va pas être avec une précision géniale, mais la plupart du temps, ça a l'air de quand même identifier ces régimes. Si on zoome un peu, avec nos phases de baisse, des consolidations et plutôt des hausses. On va aller voir un peu plus loin aussi. J'ai l'impression que ça marche encore mieux quand il y a un peu plus de volatilité, avec vraiment les baisses en orange, les mouvements de hausse en rouge et les mouvements sideways en gris. Donc voilà, ça a l'air de quand même faire le taf, avec des features finalement assez simples et sans avoir un modèle, vous avez vu, de neurone ou des choses ultra compliquées. Donc maintenant qu'on a ce régime, bon c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? On pourrait se poser la question, donc déjà de commencer par des signaux d'achat et de vente. Par exemple, quand on passe finalement d'un régime plutôt baissier à neutre, voire haussier, on pourrait prendre un long, ça veut dire que potentiellement on passe d'une phase baissière à haussière, que ce soit sur une unité de temps plutôt courte ou longue, après ça dépend du type de stratégie que vous souhaitez. On pourrait faire un filtre sur une stratégie existante, par exemple si vous avez une stratégie avec un indicateur technique classique, basique, qui fait du long et que vous voulez éviter les phases baissières, vous pourrez par exemple filtrer les signaux baissiers avec ce modèle. On pourrait l'utiliser comme features lui-même pour un autre modèle d'IA. Par exemple, si vous avez un modèle d'IA, je sais pas, XGBoost par exemple, qui lui va prendre des trades, une des entrées, ça pourrait être finalement la sortie de ce modèle de machine learning qui est spécifié dans définir un régime. Et pour finir, on pourrait avoir une allocation de portefeuille, par exemple, allouer des pondérations aux actifs en fonction de leur phase. Et au niveau des limitations améliorations, j'ai mis, voilà, là on est sur un notebook pour faire quand même simple et rapide sur YouTube. J'ai mis qu'un actif, mais dans la réalité, il faut quand même faire attention. Il faut plutôt optimiser les stratégies, les entraîner sur un panier d'actifs, donc de la même classe d'actifs. Donc là, par exemple, je passerai 30 ou 50 cryptos pour éviter l'overfitting et mieux généraliser au niveau des données. On pourrait faire des clusters par famille, parce que si vous mettez volatilité, momentum, etc., à la fin, ça va être dur d'identifier qui est quoi, est-ce que ça marche pas, alors que si vous avez des features uniquement pour le momentum, un autre groupe, un autre modèle uniquement pour la volatilité, etc., vous aurez 2 ou 3 modèles en fonction de ce que vous cherchez, ça sera beaucoup plus simple de savoir si ça fonctionne ou pas, et de débugger en live aussi. Là, on a mis un nombre de clusters fixes, parce qu'on savait qu'on cherchait un régime baissier, neutre, haussier, mais on peut aussi détecter le meilleur nombre de clusters idéal, entre guillemets, avec un métrique qui s'appelle le Silhouette Score, et ça peut, pour de la R&D, nous aider à chercher un nombre de régimes, ou voir si, finalement, est-ce que 4 clusters, ça nous donne des résultats visuellement qui sont plus intéressants, ou pas. On peut améliorer aussi les features, rajouter, je sais pas, l'autocorrélation, la pente, le volume, des données sur la liquidité, etc. Il n'y a pas de fin, mais voilà, ne mettez pas non plus 200 entrées, sinon ça va pas marcher. Et pour finir, voilà, on pourrait comparer plusieurs modèles. On a aussi le Camin, DBScan, le Hierarchical Clustering. Il y en existe beaucoup, donc après voilà, si ça fonctionne avec un, on va pas non plus passer des années à tester tous les modèles, on n'est pas là pour faire une thèse ou un doctorat. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une petite introduction pour utiliser des petits modèles de machine learning pour identifier des régimes. Vous voyez que déjà avec des choses assez simples, sans avoir un super computer, on peut déjà avoir des résultats quand même intéressants. Donc je vous laisse explorer, amusez-vous avec le notebook et en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.